Aucune autre cité n'avait l'équivalent en capacité, en puissance, encore moins en compétences maritimes. Alors, quand les portes du chenal s'ouvraient et que les navires en sortaient à vive allure pour gagner la Méditerranée, on les voyait foncer droit devant eux. Carthage, c'était ça. Pendant 2 siècles, Carthage régna en maîtresse absolue sur la Méditerranée. Mais de l'autre côté de la mer, vers le nord, une rivale se constituait progressivement en une machine de guerre d'une puissance encore inégalée. Rome. Ces 2 superpuissances allaient bientôt s'opposer pour conquérir le joyau de la Méditerranée, la Sicile. Carthage a été bâtie pour les échanges commerciaux et la Sicile était un lieu stratégique pour ce commerce. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouvait en plein milieu de la plus grande route maritime du monde. Celui qui contrôlait la Sicile contrôlait cet axe commercial vital. Les Romains voyaient les énormes richesses que contrôlait Carthage et cela a fini par les titiller. Les Carthaginois ont adopté une attitude qui consistait à dire « On était là les premiers, veuillez retirer vos chars de mes plates-bandes ». Rome et Carthage avaient désormais toutes 2 des colonies en Sicile. Cette tension allait déclencher une série de guerres qui ébranleraient le monde antique. Les Romains voyaient en Carthage une épée de Damoclès menaçant Rome et leur empire commercial naissant. Et ils pensaient qu'il fallait l'éliminer. L'histoire allait les baptiser les guerres puniques, du nom que les Romains donnaient aux Phéniciens. Leur issue allait changer le cours de l'histoire et l'un des plus grands génies militaires de tous les temps allait prendre les rênes de l'empire carthaginois. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République de Rome est appelée à la rescousse dans le sud de l'Italie par une ville grecque aux prises avec des pirates. Peu après, 2 villes de Sicile s'en prennent l'une à l'autre. L'une d'elles, Messine, demande d'abord l'aide de Carthage, puis se ravise et fait appel à Rome, plus proche. Syracuse combat Messine et Rome. Mène bataille, renonce, se soumet à Rome. Et Rome, en quelques décennies, conquiert toute l'Italie du Sud et l'Est de la Sicile. Ce n'est pas du tout du goût de Carthage. Et c'est le début de la première guerre punique. L'issue de cette guerre va décider à qui appartiendra la Sicile et qui dominera la mer Méditerranée. 264 avant notre ère. Rome et Carthage s'affrontent au cours de la première guerre punique. 17 ans plus tard, les 2 camps sont toujours empêtrés dans des combats sanglants. C'est alors qu'un charismatique chef militaire, appelé Hamilcar Barca, prend le commandement des forces carthaginoises. Hamilcar a été le premier grand général de l'empire carthaginois. Il est très charismatique, il sait se faire obéir, il sait tirer les marrons du feu. Entre 247 et 242 avant Jésus-Christ, ce farouche tacticien militaire débarque en Sicile. Il est énergique, puissant et sans pitié. Mais ce qui donne vraiment de l'assurance à Hamilcar, c'est qu'il est épaulé par une nouvelle génération de navires de guerre appelés les quinquérèmes, équipés de 5 bancs de rameurs. Ce sont les Grecs qui ont inventé les quinquérèmes, mais les Carthaginois les transforment en énormes béliers des mers. À l'époque, ces galères représentaient une prouesse en matière de construction navale. La quinquérème avait 5 rangées de rames et on a longtemps débattu sur son maniement. Mais on peut penser qu'elle comportait 3 niveaux avec 5 rameurs par section verticale. En tout cas, c'était une version plus grande que la trirème, mais la tactique de la guerre navale restait la même. Le but de ces embarcations était d'éperonner les navires ennemis et ils étaient conçus dans cette optique. Équipée à la proue d'un éperon en bronze,
Elles filaient à vive allure et étaient faciles à manœuvrer. Elles étaient extrêmement rapides. Essayer de rattraper un navire de guerre carthaginois, c'était comme essayer d'atteindre Mohamed Ali quand il était jeune boxeur. Une quinquérème standard était longue de 35 mètres, large de 3 à 5 mètres et pouvait contenir jusqu'à 420 marins. À pleine charge, il pesait plus de 100 tonnes. En mer, ces mégastructures étaient dévastatrices. Ces navires vous fonçaient dessus à une vitesse inimaginable. Et la coque de votre bateau commençait à trembler. Votre navire était ébranlé. Et vous couliez. Avec la trirème, il s'agissait davantage d'engager le combat avec le bateau ennemi. Les Carthaginois, eux, étaient plus directs. Ils voulaient couler l'ennemi d'un seul choc et allaient éperonner le suivant. Une tactique imparable. Le génie des Carthaginois consistait à savoir produire des navires en grand nombre. Ils assemblaient à la chaîne des éléments préfabriqués. À peine une quinquérème était-elle coulée que l'ennemi envoyait surgir une autre à l'horizon. Et c'était clairement un gros désavantage pour la marine romaine, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'épave d'une quinquérème et la reconstruisent. Ils l'ont démontée, ont compris comment elle avait été assemblée, l'ont reconstruite et l'ont adoptée. Ils se sont emparés d'une quinquérème échouée et en ont fait des dizaines de répliques. Ces dernières n'étaient pas aussi bien faites que l'original et étaient en bois vert, si bien qu'après une saison, elles sont tombées en morceaux. Mais peu importe, les Romains avaient renversé la vapeur. Les flottes romaines et carthaginoises allaient désormais se faire face avec la plus redoutable technique de destruction navale jusqu'à l'apparition du canon. On allait enfin savoir qui dominait vraiment les mers. 10 mars de l'an 241 avant notre ère, les deux flottes se rencontrèrent aux îles Égates, au large de la côte occidentale de la Sicile, pour livrer l'une des plus grandes batailles navales de tous les temps. Lors des combats de la première guerre punique, la bataille des îles Égates, au large des côtes siciliennes, a été décisive. Dans la bataille entre les deux flottes brillamment conçues, Carthage avait l'avantage en nombre, mais ses machines de guerre étaient surchargées de blé et de vivres destinés à l'armée d'Hamilcar, qui avait établi son campement en Sicile. De nombreux vaisseaux ont été coulés ou capturés. Les Carthaginois ne s'y attendaient pas. Les navires carthaginois n'ont pas pu fuir en raison de leur surcharge. C'est ce qui a donné la victoire aux Romains. Ce fut un désastre stratégique. À la fin, les Romains firent près de 30 000 prisonniers. Sans moyen de ravitailler ses troupes, Hamilcar dut se rendre et regagner Carthage. Il était évident que le mouvement du pendule ramenait Rome au pouvoir. En remportant la victoire, Rome gagna non seulement la Sicile, mais aussi les possessions carthaginoises de Corse, de Sardaigne et les îles entre la Sicile et l'Afrique. Dans l'espoir de paralyser Carthage, Rome lui imposa un lourd tribut. Mais Carthage n'était pas prête à baisser les bras et se tourna vers l'Espagne pour engranger de nouvelles richesses. Les Carthaginois ont envoyé Hamilcar en Espagne pour qu'il conquiert le plus de territoire possible. Il fallut 9 longues années de combat à Hamilcar pour soumettre les tribus autochtones. Quand il y parvint, toutes les terres au sud de l'Èbre faisaient partie de l'empire carthaginois. Mais Hamilcar paya cette conquête de sa vie. En 228 avant Jésus-Christ, il fut tué lors d'un combat contre une tribu indigène qui s'était soulevée. La mort d'Hamilcar en Espagne a porté un lourd coup à Carthage. Mais ce n'était pas un coup mortel. Elle a en fait ouvert la voie à une toute nouvelle initiative. D'après la légende, le fils d'Hamilcar, alors âgé de 9 ans, a insisté pour voir son père mener Carthage au combat contre l'Espagne. Le père a accepté à la condition que son fils jure une haine éternelle envers Rome. C'est ainsi que le fils, appelé Hannibal, est devenu le bras vengeur du père.
C'était le premier pas sur un chemin qui ferait d'Hannibal l'ennemi le plus implacable de la République de Rome. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Hannibal n'était pas l'un des plus grands généraux de l'histoire, c'était le plus grand. Le génie d'Hannibal provient d'un zèle quasi religieux à détruire Rome, hérité de son père. En 221 avant Jésus-Christ, il a les moyens de le faire. À l'âge de 26 ans, il prend le commandement de l'armée carthaginoise. Hannibal était bien le fils d'Hamilcar. C'était un homme politique rusé, un brillant stratège, un guerrier. Mais son plus grand génie a consisté à savoir mettre à profit les technologies avancées dont disposait Carthage. Ce combattant hors pair lança l'une des plus grandes offensives que le monde ait connues. Rome avait gagné le contrôle de la Méditerranée et Hannibal ne pouvait donc plus atteindre ses ennemis par la mer. Décidé à honorer le serment fait à son père de détruire Rome, Hannibal se prépara à accomplir l'impossible, gagner par la terre l'Empire romain en traversant les Alpes. Hannibal sait que son armée est inférieure en nombre à celle des Romains. Il met donc au point une stratégie qu'il espère victorieuse. Il va conduire ses troupes en Italie et attaquer les Romains sur leur propre terrain. Hannibal partit en 218 avant Jésus-Christ à la tête d'une armée de 90 000 hommes, 12 000 chevaux et 37 éléphants achetés à des tribus africaines plus au sud. Les éléphants étaient utilisés dans les combats depuis des siècles. Ils pouvaient être décisifs dans une bataille car la cavalerie ennemie ne pouvait pas leur résister. C'est pourquoi Hannibal a voulu emmener ces animaux en Italie. En octobre, ils avaient parcouru plus de 1000 kilomètres et se heurtaient à leur premier obstacle majeur, le Rhône et ses eaux tumultueuses. Même à son point le plus étroit, quand son débit est au plus bas, le Rhône a 100 à 150 mètres de large. Il va représenter un gros défi pour les ingénieurs d'Hannibal. De l'autre côté, une armée de Gaulois se préparait au combat. Mais le mur d'eau était un obstacle potentiellement mortel qu'il fallait surmonter en premier. Les hommes d'Hannibal durent conquérir Dame Nature. Non seulement ils devaient se surpasser techniquement, mais en plus, une foule de tribus hostiles et insoumises les attendait de l'autre côté du fleuve. Ils réalisèrent l'une des plus spectaculaires prouesses techniques de Carthage. Des radeaux géants suffisamment vastes pour faire traverser le fleuve aux animaux et aux vivres en un temps record. Ces radeaux avaient 60 mètres de long sur 15 mètres de large. On ne peut donc pas utiliser un seul tronc d'arbre. Il faut en disposer plusieurs ensemble et les attacher fermement. Cela nécessite plus que des connaissances de Boy Scout en matière de nœuds. Avec rapidité et efficacité, les soldats d'Hannibal abattirent de gros conifères dans les forêts environnantes et fixèrent les arbres entre eux au moyen de cordages. Les ingénieurs n'oublièrent pas de prendre en compte le comportement des éléphants. Une fois les troncs assemblés, on empila sur les barges une couche de branchage et une couche de terre, afin que les animaux se sentent en terrain connu. Ces préparatifs terminés, Hannibal donna l'ordre de détacher les barges. Les Gaulois, surpris par son audace, furent abasourdis quand ils virent le général carthaginois conduire ses troupes, cavalerie et éléphants confondus, à travers le fleuve turbulent. Quand il posa le pied sur la berge opposée, les Gaulois s'enfuirent, pris de panique. L'opération dans son ensemble prit un peu plus de 9 jours. La traversée du Rhône en si peu de temps et avec un équipement rudimentaire est une des grandes réussites de l'histoire militaire. Et l'on a tendance